Bonjour, on est le 22 octobre 2020, en ce jeudi 22 octobre 2020. Hier, il a fait une très bonne journée, je dirais une très bonne journée pour une journée d'automne, bien sûr. Euh, voilà, il faut comparer ce qui est comparable, hein. Bon, on est en automne, je ne vais pas parler voilà, de canicule en automne. Ce qui veut dire que bon, hier on avait une belle journée d'automne. Ça veut dire que bon, par rapport voilà, aux journées automnales habituelles, ben, il a fait un temps pour lequel on pouvait nettement sortir. euh, nettement sortir. Il y avait eu juste des petites pluies, parfois un petit vent, mais il a fait en majorité très clair et bon pour la période enfin pour ce 21 octobre. J'ai trouvé ça un petit peu, je veux dire, très spécial parce que bon, il a quand même fait chaud. Il a fait chaud pour un 21 octobre, et ce qui a permis aux personnes de pouvoir sortir et faire un petit peu de sport à l'extérieur. Euh, la journée d'aujourd'hui, bon, s'annonce un petit peu avec un petit peu nuageuse, mais elle ressemble un petit peu à hier au niveau des températures. Il ne me semble pas que la température euh, soit très fraîche. On retrouve une petite fraîcheur, mais avec une petite forme de chaleur inhabituelle pour cette période. Quand je dis chaleur, c'est pas une chaleur qu'on retrouve voilà, début septembre ou Caucase, hein. Bon, on en est loin, mais on a une certaine fraîcheur. On peut jouer au football avec ça, on peut jouer au basket, on peut faire des activités sportives, on peut faire de l'équitation, on peut faire du tennis, on peut faire ben, voilà, des journées extra-sportives. Voilà, en extérieur, hein, extra-sportives en extérieur, vélo, voilà, rugby, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez, tout existe, hein. Tout existe, c'est vous qui voyez ce que vous pouvez choisir comme sport vous semble le plus adéquat à vous dépenser ou à, voilà, à, voilà, bah, vous m'avez bien compris ce que je voulais dire. C'est bon, voilà. Si vous aimez un sport, faites-le sans aucune contrainte et faites-le avec plaisir. Parce que voilà, quand on fait du sport, c'est d'abord pour évacuer, on va dire, un certain stress, pour retrouver une certaine stabilité au niveau santé, pour éliminer les toxines, pour retrouver un certain moral et surtout pour, je veux dire, prendre un certain plaisir à faire ce qu'on aime faire en tant qu'activité sportive. Voilà, et c'est pas ça qui va vous bloquer, puisque comme je vous ai dit, bon, la météo n'est pas si médiocre. Pour, je veux dire, un 22 octobre 2020. Enfin, pour un 22 octobre. Bon, ici je vais voir donc les différents types de chaleur. C'est vrai que j'ai parlé suffisamment de chaleur. Bon, je veux qu'on en parler, c'est pas terminé. La chaleur et la calorimétrie, euh, ce n'est pas terminé dans voilà, mes explications. Parce qu'il y a tellement à dire là-dessus que, bon, maintenant je ne vais pas faire toutes les réactions du monde non plus. Rappelez-vous qu'il y avait la calorimétrie physique et thermochimique, mais qu'on retrouve la calorimétrie aussi en chimie, hein, via les réactions. Voilà, via les réactions chimiques, on a la calorimétrie. Alors, quand on fait des réactions chimiques, bon, on a une conservation de matière et d'énergie, et là, on retrouve fatalement des mobilités au sein des réactions. Des mobilités au sein des réactions, mais aussi, avant d'avoir mobilité, il faut qu'il y ait rupture. Rupture. On a des ruptures de liaison. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction? Tout d'abord, c'est bon, des réactifs qui respectent une certaine stoichiométrie, c'est-à-dire une conservation de la matière. Voilà, qui va donner bien sûr des produits. P1, P2, P3 étant les produits, hein, PI. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste voilà, une écriture sommatoire sous forme d'équation, hein. Voilà, donc je pourrais écrire, d'ailleurs je l'ai mal écrit, je vais changer ça tout de suite.
Et la réaction peut être dans un sens ou, je veux dire, incomplète. Peut-être, je veux dire, complète ou incomplète. Voilà, donc, si elle est comme ça tout court, ben, elle est complète. Sinon, si elle n'a pas un sens, mais si on a deux sens, elle est dite incomplète. Voilà. Alors, on situe toujours les produits relatifs à la réaction dans le membre de droite de l'équation. Et dans le membre de gauche, ce sont les réactifs. Donc on aura S1 R1 plus S2 R2 plus 3 petits points plus SI RI. Voilà. Donc on peut avoir une réaction qui est équilibrée, qui est incomplète. Voilà, c'est-à-dire incomplète, c'est-à-dire que bon, si elle est complète, à ce moment-là, on a une seule flèche. Ça, c'est une réaction complète. C'est-à-dire que la réaction va se faire que dans un seul sens. C'est-à-dire, si elle se fait dans un seul sens, bien sûr, je vais enlever ceci. J'enlève ceci. Voilà, ça c'est une réaction complète. Ça veut dire, bon, bien sûr, je vais écrire l'équation sous forme de formule sommatoire. C'est pour ça que j'ai mis les... Donc, on aura les SI, voilà, et RI qui sont les réactifs. Pour I égale à 1, voilà, jusque M, M de Martin. Alors, ça va donner la somme pour J égale à 1 jusqu'à N des NI PI. Voilà en formule sommatoire ce que ça donne. C'est juste une sommation, hein, un produit de... Voilà, c'est un facteur. Enfin, c'est une somme de produits. Hein. C'est une somme de produits. Donc, produit de quoi? C'est une substance ou un corps avec voilà, un coefficient qui désigne, je veux dire, le nombre de moles de la substance dans la réaction. Et bien sûr, ces coefficients-là, qui sont des coefficients de matière, c'est la proportion. En fait, on a un coefficient de matière, voilà, et on a la matière. Donc, ça veut dire qu'on a un poids de matière. Si vous voulez, c'est un poids de matière. On a un poids de matière qui va réagir. Voilà. Donc, comment exprimer un poids de matière? Mais c'est de mettre une quantité de matière qui va réagir de cette matière. Donc, une quantité S1 de la matière R1. Une quantité S2 de la matière R2. Une quantité... Voilà, c'est un poids de matière, si vous voulez. Et donc, on a une somme c'est un mélange de matière, quel qu'il soit l'état physique, hein, solide, liquide ou gazeux, ou à l'état condensé, peu importe, qui va donner, bien sûr, des produits. Et les produits, c'est la même chose. Donc, mais ce qui va se passer, c'est que on aura une rupture de liaison des réactifs. Une rupture de liaison des réactifs et une formation de liaison. Ça veut dire qu'on a des produits qui vont disparaître, et je dirais ici, vu qu'on a une réaction complète, tout va disparaître. Ce qui veut dire, si tout disparaît, ça veut dire que tout ceci va disparaître. Voilà. Il ne restera plus rien. Pourquoi? Parce que la réaction est complète. À l'équilibre, quand on aura terminé la réaction, bien sûr, il faut attendre que la réaction se termine, bien sûr, parce que si vous la terminez pas à terme, c'est-à-dire vous n'allez pas à terme, vous arrêtez à un moment donné, bon, vous n'êtes pas, je veux dire, dans les conditions de fin de réaction. Hein. Il faut laisser faire la réaction jusqu'à elle arrive à sa terminaison, parce que si vous commencez, bon, il y a des réactions qui sont tellement rapides que vous ne saurez pas les arrêter, ça d'office.
Elles sont tellement rapides que bon. Par contre, il y a des réactions que vous allez faire, bon, qui sont lentes. À ce moment-là, vous désirez aller un peu plus rapidement parce que ça vous embête d'attendre longtemps et de voir, vous devez observer tout de suite. À ce moment, vous allez mettre des catalyseurs. Des catalyseurs qui vont au niveau de la cinétique, voilà, de la réaction, qui va, si vous voulez, rendre la réaction beaucoup plus rapide que de commencer à attendre quoi que ce soit pour avoir des résultats. Et bon, à la rigueur, si c'est dans une école, c'est pas trop grave, mais quoique bon, il faut garder les heures de laboratoire. Si vous faites une réaction en laboratoire, bon, si vous devez partir, vous commencez la réaction à midi et que la réaction terminera à 4 heures, c'est pas trop un gros problème. C'est pas un grand problème. Voilà, c'est pas un grand problème si la réaction, je veux dire, bon, elle se termine à 4 heures, parce que si vous êtes au laboratoire encore à 6 heures, c'est pas trop grave, quoi qu'il y en a qui veulent vite partir, et c'est pas le but d'un laboratoire de partir tout de suite. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, bon, on pourrait mettre un catalyseur qui pourrait aller un peu plus rapidement, et faire en sorte qu'on aurait des choses plus observables plus rapidement. Pourquoi pas. Mais ceci étant dit, c'est pour dans une école. Bon, dans une école, on a le temps. Quoique, faut pas que ça dure aussi 5 heures. Hein. Bon, si ça dure 2 heures, la réaction, c'est pas trop un problème. Par contre, ce qui pose un problème, c'est pour les industries. Hein. Les industries, là, on demande du rendement. Hein. Donc à ce moment-là, les catalyseurs sont les bienvenus. Parce que plus vite faites la réaction, et plus vite on a une gestion de sortie du produit. Voilà, une gestion voilà, du produit. Si maintenant, bon, là, ça devient de la gestion de production. On rentre dans ce qu'on a fait, une forme de gestion de production. C'est-à-dire que pour rentabiliser une société, il faut produire vite. Et s'il faut produire vite, signifie que les produits chimiques doivent être réalisés, je veux dire, très rapidement. Donc à ce moment-là, l'usage des catalyseurs est je veux dire, voilà, interviendra dans un esprit de production, Et ici, c'est dans un terme en termes de production chimique. Voilà, donc ici, bon, ça c'est ce qu'on appelle une conservation de matière, parce qu'en fait, il y a une pondération de matière qui va intervenir dans la réaction de conservation, dans une réaction chimique, qui va faire en sorte qu'on a, dans cette réaction, comme on a une équation, la réaction est représentable par une équation chimique. Cette équation chimique ne reste pas moins une équation mathématique. Ce qui veut dire que si c'est une équation mathématique, ben on a bien sûr l'égalité. S'il y a égalité, il y a conservation. Voilà, il y a des conservations qui se cachent. Et effectivement, il y a la conservation de la matière qui se cache au travers d'une réaction chimique. D'ailleurs, Lavoisier a introduit cette notion de conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Effectivement, tout se casse dans les réactions chimiques pour se former qu'est-ce qui se casse? Mais ce sont les réactifs. Qu'est-ce qui se forme? Mais ce sont les produits. Bon, mais le fait de casser voilà, des éléments, des réactifs, ou ce qu'on appelle des substances, ou des corps qui vont se rompre au niveau moléculaire, parce qu'on sait bien que les RI sont des molécules, hein, ce sont des molécules. Voilà, ceci R1, R2, R3 sont des substances, mais ce sont des molécules. Voilà, la réaction peut être donnée sous forme moléculaire, hein, voilà, peut être donnée sous forme molaire ou moléculaire, dans le sens où, qu'est-ce que c'est que S1? Mais S1 peut être un nombre de moles, mais ça peut être aussi un nombre de molécules. Hein. Voilà, S1, S2 peut être un nombre de molécules, voilà, ou un nombre de moles, peu importe, ça dépend comment vous voyez la chose. Vous pouvez l'étudier en termes de réaction moléculaire ou en termes de réaction de quantité de matière, réaction molaire. Voilà. Et l'un n'est pas l'autre, hein, parce que en termes de réaction moléculaire, mais S2 c'est S2 molécules de la substance R2. SI c'est SI molécules de la substance RI. N1 sera N1 molécules de la substance P1. Par contre, en réaction molaire, ben, on aura S2 mol de R2, SI mol de RI, N1 mol de P1, N2 mol de P2. Et une mole, vous savez très bien que c'est 6,02 fois 10 exposant 23, voilà, particules. Donc ce n'est plus une molécule, hein, vous n'êtes pas au sens de la molécule. Hein. Donc la réaction peut être s'étudier au niveau moléculaire, on a une réaction moléculaire ou une réaction suivant voilà, une proportion à la molécule, c'est-à-dire à une quantité de matière qui vaut 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Qui peut être des particules, qui peut être voilà, des ions, des atomes ou des molécules. Hein. Donc on peut avoir une réaction moléculaire ou une réaction molaire.
Bon, maintenant, ça c'est le cas où on a une réaction complète. Qu'est-ce qui étudie les réactions voilà, complètes ou incomplètes? Eh bien, c'est, bon, de un, la thermodynamique, et de deux, voilà, les équilibres chimiques. Ce sont les équilibres chimiques que, voilà, que j'aborderai, je veux dire, prochainement, après la thermochimie, les équilibres chimiques qui abordent ceci. Donc maintenant, je vais mettre une réaction qui n'est plus complète, mais incomplète ou équilibrée. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en fin de réaction, à l'équilibre, ce qu'on appelle à l'équilibre, quand la réaction n'évolue plus, ou qu'elle évolue très lentement, et bon, on peut estimer qu'elle est arrivée à terme ou à sa fin, parce qu'en fait, elle évolue, je dirais, de manière euh, avec des fifrelins très très petits, au stade où on peut se dire qu'on peut se dire qu'elle est terminée. Voilà. On peut se dire qu'elle est terminée. Alors, si elle est terminée, à ce moment-là, on trouvera du R1, du R2 et du RI aussi en fin de réaction, en présence de P1, P2, etc. Pourquoi? Parce qu'on a une réaction qui est non totale. Ça veut dire qu'il va rester des substances. Des substances vont réagir pour donner P1, P2, PI. Voilà. Par contre, comme elle est incomplète, la réaction se fait dans les deux sens. Vous voyez ici le sens 1 et le sens 2. Elle se fait dans les deux sens. Ben, on aura du R1, R2, RI. Bon, et qu'est-ce qui va étudier les proportions de ce qui va rester? Ben, c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit, les équilibres chimiques, c'est-à-dire la proportion de R1, R2, RI via des tableaux d'équilibre qui vous diront qu'est-ce qui va rester comme voilà, élément de substance quand on a une réaction équilibrée ou non totale. Bon, mais derrière ça, je vous ai dit que va se casser du R2, les réactifs vont se casser, donc ce qui veut dire qu'il y a une réaction qui va se faire au niveau chaleur. On aura des chaleurs. Des chaleurs pour briser, des chaleurs pour casser les liaisons interatomiques, les liaisons moléculaires qui sont des liaisons entre atomes. Dans une molécule, on a des atomes, et les atomes sont reliés par des liaisons. Et ce qui va se casser dans ces liaisons-là, ben, on a une certaine chaleur, qu'on appelle, voilà, c'est une chaleur qui sera de type endothermique. Endothermique. Donc, la chaleur endothermique, je vous rappelle que c'est delta H positif. Delta H positif. Alors que la chaleur pour former les réactions sera une chaleur exothermique. C'est-à-dire delta H négatif. Alors, maintenant, on aura une chaleur totale de la réaction, ce qu'on appelle une chaleur totale de réaction, qui sera le bilan entre les chaleurs des éléments formés et des éléments cassés, brisés, donc des éléments formés, hein, formés ils sont ici, et des éléments brisés ou cassés ou rompus. Donc voilà, je vais appeler B pour briser. Voilà. Donc vous voyez que là, la chaleur est delta H endothermique et delta H positif endothermique, delta H négatif exothermique. Voilà. Et le bilan, le bilan global, faut faire le bilan global entre ce qui va se casser et ce qui va se former. Et en finalité, on peut avoir deux cas de figure. Hein. Soit le delta H est positif, à ce moment-là, on a une réaction dont le bilan global entre ce qui a été cassé et ce qui a été formé donne, je veux dire, une réaction exothermique, endothermique, je m'excuse. La réaction à ce moment-là, en général, globale, la réaction globale sera endothermique parce que le bilan de ce qui est positif et ce qui est négatif, voilà, le bilan de ce qui est positif plus ce qui est négatif, voilà, eh bien, va donner du positif. Et s'il donne du positif, du plus, plus du moins, s'il y a plus de plus que de moins, voilà, si la valeur en valeur absolue, les valeurs positives, si les valeurs positives gagnent par rapport aux valeurs négatives, on a un résultat positif. Voilà, on a plus de valeurs positives. La valeur absolue des nombres positifs est beaucoup plus grande que la valeur absolue des nombres négatifs. C'est ça que je veux dire. Voilà. Maintenant, un deuxième cas de figure peut se présenter. La valeur absolue des nombres négatifs
quand on les somme, est beaucoup plus grande que la valeur absolue des nombres positifs. Donc à ce moment-là, le delta H est négatif, là on a une réaction globale qui est exothermique. Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce qui peut être exo ou endo? Mais ça dépend. Les réactifs sont toujours, je veux dire, ça se casse, c'est toujours endothermique. Quand ça se casse, c'est toujours endothermique. Quand ça se casse, ça se brise, on a une certaine chaleur qui est, voilà, un phénomène endothermique. Et quand ça se forme, on a un phénomène qui est exothermique. Et c'est le bilan global entre ce qui va se casser et ce qui va se former, qui va former voilà, la chaleur, de la réaction. Bon, attention que je parle ici en termes de delta U, mais j'aurais pu parler en termes de delta. J'ai parlé en termes, je m'excuse, de delta H, j'aurais pu parler en termes de delta U. Hein. J'aurais pu parler en termes de delta U. Alors, quelle est la différence entre les deux? Delta H, tout d'abord, dans un calorimètre, ça se mesure à l'aide d'une bombe calorimétrique. Et le delta H mesure le QP, la chaleur à pression constante, plus, comme on a un vase ouvert, on a la fait de la pression atmosphérique, P delta V, donc la pression atmosphérique va créer une mini variation de volume. Ou maintenant, si on veut voir en termes de, voilà, de température, parce que le delta V est difficilement mesurable, on va écrire RT, qui est la constante des gaz parfaits, voilà, fois le T, qui est en kilojoules par mole et par Kelvin, T étant en Kelvin, fois delta Ng, qui est la variation du nombre de moles de gaz dans la réaction, entre les réactifs et les produits. Voilà. Ça, c'est le delta H. Donc, il va mesurer, oui, ici j'ai fait juste une petite erreur dans mes écritures, ça c'est le delta H et le QP, oui, on est d'accord. On est d'accord, hein, mais j'ai voulu marquer que delta H était le QP, mais en fait, ça, c'est QV plus P delta V. Voilà. Et le delta H, c'est le QP. Donc, le QP mesure un volume ouvert. Enfin, la transformation de la réaction voilà, dans la bombe calorimétrique, voilà, à vase ouvert. Voilà. Par contre, ici, le QV, c'est à vase clos. Delta U, c'est QV. Voilà. Mais le delta U, connaissant le delta H, c'est delta H moins RT delta NG. Voilà. Donc on peut mesurer les chaleurs, soit sous forme de variation d'enthalpie ou sous forme... Attention que j'ai parlé de variation d'enthalpie. Hein. Delta H, c'est H2 moins H1. Hein. On ne connaît pas H2, on ne connaît pas H1. On ne connaît pas H2, on ne connaît pas H1. On sait mesurer delta H2, delta H. Tout comme U2. La variation d'énergie interne, c'est U2 moins U1. On ne connaît pas U1 ni U2. Hein. Voilà, on connaît les variations. L'accroissement. On connaît l'accroissement ou le décroissement. L'accroissement quand delta H est positif, c'est-à-dire endothermique, et delta H négatif quand c'est exothermique. Et on peut faire le même raisonnement avec delta U. Voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est la chaleur de réaction. Et il en existe deux. La chaleur de réaction à pression constante et à volume constant. Bon, pour arriver là, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait dire que les travaux extérieurs, les travaux des forces, travaux de force de frottement sont nuls. On a une transformation isotherme. Et alors, bon, on peut avoir deux types de transformations. Ça, ce sont les hypothèses. Hein, donc, travaux de force de frottement sont nuls. On a une transformation isotherme, une transformation isocore, une transformation isobar, au travers de la mesure dans des calorimètres. Et alors, bon, isocore, on mesurera le QV, c'est-à-dire le delta U. Voilà. Et si on fait une transformation isobar, on a à pression constante, c'est-à-dire à vase ouvert, P égale à 1 atmosphère. Hein. P est égal, si le vase est ouvert, on a la pression qui agit, qui est la pression atmosphérique. Généralement, la plupart des réactions se font à vase ouvert, et donc ça va créer ce qu'on appelle un delta V ici. Une variation de volume qui est minime, et qu'on mesure par
RT delta NG. Alors le QP va mesurer donc le delta H. Et il y a une relation entre QP et QV ou entre delta U et delta H. Je vous l'ai mis tout à l'heure, c'est delta H est égal à delta U plus P delta V ou delta H égale à delta U plus RT delta NG. Alors, comme je vous ai dit, si les chaleurs sont positives, on mesure, ça veut dire que si les chaleurs sont positives, delta H est positif, donc on a un phénomène endothermique. Si les chaleurs sont négatives, delta H étant négatif, et donc là on a un phénomène qui est exothermique. Alors maintenant c'est de savoir quand est-ce que justement c'est exothermique ou endothermique. La plupart du temps les réactions sont exothermiques, delta H négatif, elles seront spontanées. La plupart du temps, j'ai dit la plupart du temps, parce il existe des critères que je verrai avec vous dans une certaine vidéo, enfin dans les vidéos qui vont suivre. Il y a des critères pour savoir si on est spontané ou pas. Voilà. Mais en tout cas, je dis bien la plupart du temps, j'ai pas dit tout le temps. Attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous écoutez. Je n'ai pas dit tout le temps. J'ai dit, je reformule donc ma phrase, la plupart du temps, c'est clair et net, je le souligne pour ne pas dire que c'est tout le temps. Hein, voilà, parce que pour avoir des critères réalistes, il faut des critères thermodynamiques. Et je dirais même que bon, la thermodynamique ne suffit pas. La thermodynamique ne suffit pas. Parce que là, à ce moment-là, il faut avoir des critères aussi cinétiques. Il faut que quand on étudie une réaction, on l'étudie, je veux dire, sur base de tout. Et non pas uniquement sur base uniquement de la thermodynamique, mais aussi sur la cinétique. La cinétique vient compléter, si vous voulez, la thermodynamique. Et là, il faut voir les critères qui existent en cinétique et les critères qui existent en thermodynamique. Et les thermodynamiques, on a des critères qui sont parfois nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. Et que bon, pour avoir des critères suffisants, il faut des critères thermodynamiques et cinétiques. Là, à ce moment-là, on pourra parler de la réaction, mais pas avant. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis, bon, la plupart du temps, les réactions exothermiques, delta H négatif, seront spontanées. Mais là, je vous dis la vérité, bon, il faudra voir les critères. Je verrai ça avec vous. Il existe des critères. Alors, delta H, tandis que les delta H positifs seront endothermiques et ne seront pas spontanés. Encore une fois, je verrai les critères avec vous. Donc, tenez, pour ce que je viens de dire, pour argent comptant, voilà ce que je viens de vous dire, mais je vais vous le montrer au travers de critères, mais qui ne seront pas forcément suffisants. Voilà. Alors, bien sûr, critères suffisants pour étudier une réaction. Hein. Voilà, parce que la cinétique est très importante à aussi étudier. Voilà. Alors, une réaction exothermique, bon, c'est une réaction, comme je vous l'ai dit, qui libère de l'énergie thermique. Une réaction endothermique est une réaction qui absorbe de l'énergie thermique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la chaleur, oui, c'est de la chaleur, ça, oui, bien sûr, c'est ce que ma vidéo ici, elle a trait à la chaleur. Chaleur, bien sûr, qui se passe quand on a des réactions chimiques. Réactions chimiques. Alors, il existe beaucoup de chaleur, le problème il est là. Et ici, je vous en ai déjà donné deux, delta H, voilà, delta H et delta U, une chaleur à pression constante, une chaleur à volume constant, une chaleur à transformation isotherme et isochore, et la seconde, qui est QV bien sûr, et une chaleur à transformation isotherme et isobare, qui est QP. Il y a deux sortes de chaleur, la chaleur à volume constant et la chaleur à pression constante. Chaleur de quoi? De la réaction, bien sûr. Hein. Ce sont des chaleurs de réaction, bien sûr. Donc, ce que je viens de voir ici, c'est la chaleur de réaction. Et comme je vous ai dit, la chaleur de réaction est donnée par une équation. Hein. Voilà. Bon, mais avant ça, je parlais des chaleurs de... Il existe la chaleur de fusion. Bon, il y a combien de paliers qu'on retrouve en combien de paliers?
On a un palier qui fait... Bon, on peut avoir l'état solide. Je mets pas je peux mettre le diagramme, hein, c'est pas un problème. Comme il existe des diagrammes en thermodynamique, j'aurais pu mettre le diagramme ici. C'est pas le but voilà, de montrer ceci. Là, j'avais vu avec vous en calorimétrie, bon, qu'on peut étudier. Ici, on fournit de la chaleur. Enfin, on a la chaleur. Ici, on a la température. Voilà, on peut avoir un... Là, il est à l'état solide. Là, une transformation à température constante. L'état est liquide ici. Et puis, on a transformation à température constante. Et de nouveau, là, on a le gaz. Ce qui veut dire qu'on a combien de paliers maximum qu'on peut avoir? Ben, on peut avoir 2 paliers. On a ce palier ici. Voilà. Et ce palier-là. Bon, alors pour passer de solide à liquide, ben, c'est ce qu'on appelle une fusion. Et il faut de la chaleur pour cette fusion-là. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur de fusion. Donc, la fusion d'un solide, qui va le rendre de l'état solide à l'état liquide, c'est un phénomène qui est toujours endothermique. La chaleur de fusion, c'est toujours endothermique. Voilà. Donc la chaleur de fusion est toujours endothermique. Toujours. Donc à ce niveau-ci, on ne sait pas se tromper. Bon, alors la chaleur de fusion, vous comprendrez qu'il n'y a pas de variation du nombre de moles de gaz. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est simple. Hein. Vous passez d'un solide à un liquide. Il n'y a pas de nombre. Donc, si j'écris l'équation, delta H est égal à... Donc, delta H est positif. Hein. Il sera positif. Endothermique, c'est positif. Donc, endothermique, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie thermique. Donc, elle absorbe de l'énergie thermique. Voilà. Donc, quand j'écris ceci, delta H est positif, on a delta U plus RT delta NG. Bon, vous comprenez qu'il n'y a pas de variation de mole de gaz, ça fait 0. Donc, delta H égale delta U. Hein. Pour la chaleur de fusion, ben, delta H égale delta U. Et ils sont tous les deux positifs. Parce que c'est toujours endothermique. Toujours. C'est toujours endothermique. Là, vous ne savez pas vous tromper. Voilà, la fusion est toujours un processus endothermique. Bon, maintenant, si je prends la vaporisation, passage de l'état liquide à l'état... Ça, c'est pour la chaleur de fusion. Toujours, retenez que c'est toujours endothermique. C'est normal. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut apporter de la chaleur. Le milieu extérieur apporte de la chaleur pour faire passer, pour briser. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le solide? On a un solide, qu'est-ce qu'on fait? On a un système cristallin, peu importe, un rhomboïde, je ne sais pas le dire, voilà, ou cubique, système cubique à face centrée, voilà. Il y a les réseaux de Bravais, ce qu'on appelle les réseaux de Bravais. Voilà. Bon, à ce moment-là, il faut casser orthorhombique, etc., etc. Bon, je sais pas trop les dire. Voilà. On peut rompre, on rompt les liaisons quand on fait ça. Rente liquide, c'est complètement cassé. L'énergie ici, pourquoi ça se fait à température constante? Parce que justement, il n'y a pas d'élévation de température parce que justement, la chaleur qui est apportée, c'est pas pour élever la température. Pour élever la température, c'est ceci. La chaleur nécessaire pour élever la température, elle est là. La chaleur nécessaire pour élever la température est là. Et la chaleur pour élever la température, elle est par là, jusqu'à ce qu'on veut.
Voilà. Par contre, dans les changements d'état, ben, on va casser des liaisons. Pour passer de solide à liquide, on va casser des liaisons. On va casser des liaisons. Voilà. On va pas se casser des liaisons. Alors, pour casser les liaisons, ben, la chaleur, elle va servir non pas à élever la température, sa fonction ne sera pas d'élever la température. Oui, si j'ai complètement raté. La fonction de la chaleur ne sera pas d'élever la température. Elle ne servira pas à ça, la chaleur. Mais la chaleur va servir à rompre les liaisons. Enfin, en tout cas, les amoindrir, parce que c'est vrai qu'ici c'est liquide. Hein. On passe solide à liquide, c'est les amoindrir. Donc, voilà, les liaisons sont toujours là, mais voilà, elles sont moins fortes. On a des forces de cohésion moins fortes. Donc la chaleur va faire en sorte de diminuer les forces de cohésion. De solide. Par contre, quand on passe là, elles vont se casser, là. Là, elles vont se briser. Là, c'est là qu'elles vont se briser. Je m'excuse. Ici, elles ne se brisent pas parce que ça reste liquide. Mais là, elles vont se réduire. Voilà. On va avoir des forces de cohésion moins fortes pour le liquide. Par contre, pour le gaz, là, la chaleur va servir à... Donc ici, la chaleur, elle va servir à diminuer les forces de cohésion. Et là, tout simplement, les briser. Briser les liaisons. Voilà. Voilà à quoi sert la chaleur, soit à faire des variations de température, ou soit diminuer les forces de cohésion, ou tout simplement les casser. Les casser. Voilà. Donc maintenant, sachant cela, mais la chaleur de fusion est aussi un phénomène exothermique. Endothermique, je m'excuse, endothermique. Parce qu'il faut apporter de la chaleur. On apporte toujours de la chaleur pour faire ça. Voilà. Là, c'est un phénomène qui est toujours endothermique. Par contre, le phénomène inverse, passage de gaz à liquide, là, on reforme des liaisons, donc c'est un phénomène exothermique. Donc, la chaleur de fusion, c'est un phénomène endothermique. La chaleur de vaporisation, c'est un phénomène endothermique. La chaleur de passage gaz liquide, c'est voilà, la condensation. La chaleur de condensation, c'est un phénomène exothermique. Et le passage liquide vers solide, c'est ce qu'on appelle la solidification. C'est un phénomène exothermique. Avec delta H négatif pour exothermique et delta H positif pour endo. Ça veut dire que si vous allez chercher une valeur pour la chaleur de fusion, mais il faudra la mettre, par exemple, j'invente, je vais mettre 24, la chaleur de fusion, ce sera toujours avec un plus, parce que c'est un phénomène endo. Si par exemple, là, vous allez chercher un substituant qui va subir une transformation de, voilà, de liquide vers gaz, c'est-à-dire une vaporisation, ben, là aussi vous devrez mettre positif. Et maintenant, si vous faites le phénomène inverse, gaz vers liquide, vous aurez moins 36 et vous aurez moins 24 si vous passez de liquide à gaz. Donc tout dépend comment vous voyez le sens de la transformation. Solide liquide ou liquide vers solide. Liquide vers gaz ou gaz vers liquide. Donc les transformations, et il n'y a que deux paliers, il n'y en a pas 56 000. Hein. Il n'y a que deux paliers. Voilà, la transformation ici et la transformation ici, dans le sens par là, est toujours en dos. Les deux paliers sont en dos. Toujours. Et l'essence, je sais pas, est-ce que la flèche, l'essence par là sont toujours, pour les paliers je parle, hein, pas pour les élévations de température, je parle des paliers, voilà, sont toujours exothermiques. Voilà pour les transformations d'état. On n'a que
Voilà. Attention qu'il y en a encore une, hein, il y en a encore une, puisqu'il y a le passage direct solide-gaz. Hein. Voilà, il y a la sublimation, et la sublimation inverse, gaz solide. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu les réactions chimiques. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure dans les réactions chimiques, je vous le rappelle, somme des Ni et Ri donne la somme des PI, grands PI, les petits PI étant voilà, les coefficients stoichiométriques, les petits Ni, je peux mettre même Ri si vous voulez, hein. Comme ça je respecte PI, PI, petit PI, grand PI, et petit Ri, grand Ri. Les petits Ri sont les coefficients stoichiométriques, et Ri sont les composants, les substituants, donc les réactifs, puisqu'ils sont dans le membre de gauche, et les produits dans le membre de droite, pour les PI. Alors là, si je vous avais dit si ça se rompt, ben, le delta H est positif. Par contre, si ça se forme, le delta H est négatif. Et ici, on est un peu dans cette structure-là, parce que le fait de changer d'état, ben, les forces de cohésion diminuent, ben, fatalement, c'est comme si on avait une mini rupture. Hein. Et puis, quand ça casse complètement, c'est une rupture complète. Donc, le sens vers la droite est bien un sens de... la chaleur va faire en sorte de venir créer un désordre de manière à casser. Il va dans le sens de casser les structures. Le sens de gauche vers la droite a un sens de casser les structures. Voilà. Ceci, ça va dans le sens de casser les structures. Contrairement à celui-ci qui refabrique, si vous voulez, va dans le sens de récréation de structures. C'est un petit peu comme la réaction que je viens de vous expliquer. La réaction ici. Donc, si je prenais ceci, ça, pourquoi ceci, c'est endothermique. Voilà, ça c'est endothermique. C'est dans le sens de rupture des liaisons. On va suivre ceci. Donc, c'est plutôt endothermique. Alors que celui-ci est plus dans le sens voilà, exothermique. Formation des liaisons. Voilà. Donc ça se suit, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même voilà, vous voyez qu'il y a quand même, ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, j'aurais dû mettre la couleur bleue, parce que c'est exothermique. Voilà. C'est exothermique. Donc la formation est exothermique. Donc chaleur de vaporisation, c'est la vaporisation d'un liquide ou la sublimation, si vous voulez, d'un solide est de nouveau un phénomène donc endothermique. La sublimation est endothermique. La vaporisation est un phénomène endothermique. Comment est-ce qu'on appelle ça, la chaleur de fusion est un phénomène endothermique. Par contre, la chaleur de sublimation inverse, la chaleur de solidification et la chaleur de condensation ou liquéfaction sont des phénomènes de voilà, exothermiques. Bon. Alors, vous voyez qu'il existe différents types de chaleur. Hein. Chaleur de vaporisation, chaleur de... je viens de vous en citer quelques-unes. Hein. Je vais l'écrire. Donc, je vous ai cité chaleur de vaporisation, chaleur
de formation vapeur. J'ai commencé par, je vais pas commencer par celle-là. Chaleur de fusion. Chaleur de fusion. Voilà. Solide, liquide. Chaleur de vaporisation. Chaleur de sublimation. Et là, elles sont toutes endo. Toutes ces chaleurs-là sont endothermiques. Voilà. Alors, comment on appelle ça, on a un phénomène exothermique. Pour la chaleur de solidification, chaleur de condensation, chaleur de sublimation inverse. Voilà. Alors, rappelez-vous qu'il existe aussi chaleur de réaction, hein, QP, QV. Dans la chaleur de réaction, il en existe deux. Chaleur de réaction, qui peut être aussi bien positif, endo ou exo. Voilà. Chaleur de réaction, ça dépend de la réaction. Chaleur de réaction qui est voilà, QP, QV, il y en a deux. Et alors bon, ils sont dépendants l'un de l'autre par une relation. Hein. On sait trouver la relation qui existe, l'interrelation qui existe entre les deux. Et là bon, peut-être exo ou endo. La réaction, une réaction chimique peut être soit endothermique ou exothermique. Voilà, la chaleur de réaction peut être soit endothermique ou exothermique. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle une chaleur de dissolution. Alors, attention, chaleur de dissolution des gaz. Chaleur chaleur, ouais, bon, ici je dois le mettre en noir. Chaleur de dissolution des gaz. Voilà. Chaleur de dissolution des gaz, ça veut dire que c'est un gaz qui va se dissoudre. Hein. Alors, à votre avis, je ne sais pas si vous aurez une idée là-dessus pour trouver directement, mais on sait le trouver. On sait le trouver. En fait, il sera toujours exothermique. Toujours exothermique. Pourquoi? Parce que la dissolution d'un gaz s'accompagne toujours, si vous voulez, de la formation de liaisons entre molécules de solidité et ceux de solvants. Et en même temps, il provoque une diminution de volume gazeux. Voilà. 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 Donc, ça s'accompagne toujours de la formation. On a une formation. Quand je vous ai dit, quand il y a une rupture, c'est endo. Quand il y a une formation de liaison, bien sûr, c'est exo. Et ici, on a bien une formation de liaison entre molécules, si vous voulez, de soluté et de solvant pour justement faire en sorte qu'on ait
voilà, un corps dissous. Donc on a deux entités, on n'en a plus qu'une. On a deux entités, on n'en a plus qu'une. L'un est dissous dans l'autre. L'un est dissous dans... On a un solité qui est dissous dans le solvant pour avoir qu'une seule entité qui est la solution. Mais une solution gazeuse. Attention que c'est une solution gazeuse. Voilà. Donc maintenant, on a les dissolutions des liquides et des gaz. Chaleur de dissolution des liquides et des gaz. Bon là, ça peut être aussi bien endo qu'exothermique. Ça dépend. Ici, ça dépend de la réaction. Donc on peut avoir une réaction... Enfin, ça dépend de la dissolution. Ça dépend des composés. Des composés, on va dire ça comme ça. Des composés. Et là, ça peut être endo ou exo. Ça dépend. Pour ce qui concerne la chaleur de combustion, chaleur de combustion fait rejaillir toujours de la chaleur. Hein. C'est toujours exothermique. Là, c'est toujours exothermique. Toujours. C'est normal. De par sa définition, hein, la chaleur de combustion, c'est la quantité de chaleur qui correspond donc à l'oxydation, c'est-à-dire on va faire intervenir de l'oxygène, O2, donc à l'oxydation d'une mole d'un composé donné. Voilà, alors si le matériau comprend bien sûr du carbone, hydrogène, oxygène et ou de l'azote, les produits à 25 degrés de cette oxydation sont CO2, H2O et N2. Alors CO2 sera gazeux, H2O liquide et N2 gazeux. Par exemple, j'en prends une. Donc ce sont des réactions qu'on fait intervenir donc le CO2, c'est enfin le carbone. Alors plus, je voulais dire, je m'excuse, hein, on fait intervenir le carbone, voilà, mais surtout de l'oxygène. C'est une réaction d'oxydation. Surtout une réaction d'oxydation. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de voilà, avoir du carbone. Hein. Du moment qu'on a de l'oxygène, on peut avoir une combustion. Voilà. Alors maintenant, si on a que du carbone, on a du CO2. Maintenant, si on a un composé C avec de l'hydrogène, je pense aux hydrocarbures, au sucre, aux graisses, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, ben on aura bien sûr en présence d'oxygène, on a une oxydation complète bien sûr, hein, parce que sinon vous avez une oxydation ménagère, ce qu'on appelle une oxydation ménagère, on n'aura pas, voilà, on aura des produits, des sous-produits. Sous-produits. Alors CH, à ce moment-là, on aura d'office du CO2 plus de l'H2O. Maintenant, si vous avez de l'azote, comme par exemple dans l'urée plus d'oxygène, ben on aura toujours du CO2 parce que l'urée contient du carbone, plus, bien sûr, normalement il contient de l'hydrogène, normalement j'aurai de l'H2O aussi. Donc l'urée plus de l'oxygène. L'urée contient carbone, hydrogène et azote. Voilà. Parce que c'est voilà, une élimination, c'est ce qu'éliminent les protéines. Les élimine voilà, de l'urée. Alors,
urée plus O2, donc l'urée contient de l'hydrogène, donc on aura de l'H2O. L'urée contient du carbone, donc on aura du CO2. Voilà. Et comme l'urée contient de l'azote, parce que protéine est associée à l'azote, on aura du N2. Bon. Alors, les états, CO2 sera toujours gazeux à 25 degrés Celsius. Voilà. L'O2, il va être gazeux. Le carbone, il est solide. Hein. Enfin, ça dépend de l'état. Ça dépend du composé. Si c'est du carbone graphite, solide, si c'est du à 25 degrés, si c'est du carbone de coque, c'est toujours solide. Voilà. Maintenant, le CH dépendra de la substance. On a des substances à 25 degrés qui sont solides, d'autres liquides, d'autres gazeuses. Ça dépend. Voilà. L'O2 à 25, il est gazeux. Le CO2, il est gazeux. À 25, l'eau est liquide. L'O2, il est gazeux. L'H2O liquide, CO2 gazeux et N2 gazeux. Voilà. Et quand il est en solution aqueuse, on mettra AQ. AQ. Voilà, en solution aqueuse, on mettra AQ. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que... mais ici, on n'a pas une dissolution. Hein, donc ici, je suis en combustion. Je suis en chaleur de combustion. La chaleur de combustion, ce que je vous disais, c'est que ce sera toujours exothermique. Toujours. Voilà. Et donc, on peut... Il y a une formule. Hein, voilà, on peut calculer au travers d'une formule sommatoire ce qui se passe au niveau des produits des réactifs, au niveau de la combustion, pour avoir le delta H, l'enthalpie, la variation d'enthalpie standard, voilà, une certaine température T, voilà, de la réaction de combustion. C'est un petit peu ceci, la même formule que l'on a ici, chaleur de réaction, si ce n'est qu'ici on a une combustion pure. Hein. On adapte les deux formules, elles sont les mêmes. Simplement là, on a un cas particulier de réaction qui est une réaction de combustion. Donc chaleur de réaction, voilà, on calcule de la même manière. Hein. C'est l'enthalpie, la variation d'enthalpie des produits moins la variation d'enthalpie des réactifs. Simplement là, on a une réaction un peu spéciale qui est la réaction de combustion. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut encore on a les chaleurs de formation. Alors la chaleur de formation elle peut être aussi bien positive que négative. C'est les chaleurs que je vous donne dans les tables. Dans les tables, avec des composés purs, qui vont vous donner composés purs simples, qui vous donnent un corps. Enfin, je sais pas ce que je viens de dire maintenant, mais en fait on part des corps composés, des corps purs simples, par exemple C plus O2, avec le réta bien sûr, on écrit là, C c'est du carbone graphite, c'est du solide, plus O2 qui est gazeux, donne du CO2. Mais c'est vrai que ça c'est une combustion, mais enfin bref, ça donne la formation d'une, le delta H formation, à l'état standard, voilà, qui peut être ramené à une température T. Hein. Je peux le ramener à une autre température T. C'est pas parce qu'il est calculé à l'état standard que je ne peux pas le calculer à une température autre que l'état standard. Hein. Connaissant l'état standard, je peux calculer une température. L'état standard, c'est 298,15 Kelvin. Mais je peux le calculer à une autre température. Voilà. Et alors, bon, on donne dans les tables, et delta H, voilà, de la formation d'une seule molécule venant de, voilà, de molécules simples. Alors ça, ce sont des molécules, les réactifs sont des molécules simples, des molécules pures simples, alors que là, on a un corps pur composé.
corps pur composé. Corps pur composé. Mais il n'est pas mélangé. Hein. Il n'est pas mélangé parce que j'ai pas plus quelque chose. Hein. Vous n'avez jamais plus quelque chose dans les tables. Hein. Vous n'avez jamais plus un autre produit. Hein. Il se retrouve toujours tout seul. Et là, on donne dans les tables voilà, les enthalpies de formation. C'est à partir de là que vous faites vos calculs. Vous allez voir dans les tables les enthalpies de formation. Voilà, et c'est donné dans les tables. C'est bon, voilà, c'est donné par rapport à des corps purs. Mais grâce aux enthalpies de formation, on peut trouver les enthalpies de réaction. Ou même les enthalpies de combustion. Parce que la combustion est une réaction spéciale. Donc les enthalpies de formation peuvent être positives ou négatives, ça dépend du composé, hein, d'un composé à l'autre. Voilà. Si je peux vous montrer des tables, ben, si vous avez suivi mes exercices, vous avez vu que les enthalpies de formation peuvent être positives ou négatives. Donc, les enthalpies de formation provenant bien sûr de réactions, voilà, de réactions, on va dire standard, de réactions standards. Réaction standard. Quand j'appelle réaction standard, d'abord c'est dans l'état standard, c'est-à-dire déjà CS.TP, condition standard de température et de pression, c'est-à-dire 293.15 Kelvin et 1 bar, 100 000 pascal. Mais vous pouvez le travailler avec 101 325 pascal qui est un atmosphère, sans aucun souci, parce qu'il n'y a pas de grande différence. Au niveau des valeurs, les valeurs des enthalpies de réaction restent valables pour un atmosphère. Bon, il n'y a pas de grande différence par rapport entre 100 000 pascal et 101 325 pascal, il n'y a pas de grande différence. Voilà. Donc c'est déjà on utilise déjà l'état standard 298.15 Kelvin qui est 25 degrés Celsius. Voilà. Mais, pas confondre avec le CNTP, hein. Ça c'est quand on calcule en physique, voilà, les gaz parfaits, on utilise beaucoup le CNTP, quoi qu'on peut utiliser le CSTP. La chimie utilise beaucoup le CSTP. La thermochimie utilise que ça, le CSTP. Parfois on peut se ramener à des conditions CNTP, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps c'est du CSTP. Donc les réactions standards, j'entends par réaction standard, c'est une réaction, donc les éléments, voilà, qui sont à l'état le plus stable, et ce sont des corps purs, simples, avec leur état physique connu bien sûr, leur état physique naturel, voilà, et qui vont donner voilà, la formation d'un élément dans son état physique naturel. Donc voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On part d'éléments simples, et on part, voilà. Les éléments simples, je vous rappelle, bon, c'est des éléments naturels, voilà, avec une chaleur de formation d'un élément dans son état physique qui est prise à 0. O2 est pris à 0, H2 est pris à 0, état naturel, le plus stable bien sûr. Hein. Parce que s'il n'est pas stable, il ne vaudra pas 0. Si vous allez voir les enthalpies de formation d'éléments, je veux dire simples, de corps purs simples, dans les tables de l'université de Le Mans, vous trouverez certaines valeurs en 0, c'est parce qu'elles sont stables. Mais d'autres, bon, sont instables, donc ils ont une enthalpie différente de 0. Voilà. Alors, donc ça dépendra. Réaction standard CSTP pour la formation d'une mole de corps pur composé. Mais là, vous allez voir les tables de l'université de Le Mans, et là, c'est ce que vous utilisez dans vos calculs, hein, pour calculer les enthalpies de réaction et les enthalpies de combustion. Donc à ce moment-là, là vous savez que ça dépendra. On n'a pas que des valeurs qui sont exo ou des valeurs qui sont endo, ça dépend. Il y a des réactions qui vont donner voilà, des réactions
exo. Donc elle est soit les réactions sont soit endo ou exo. Allez voir vos exercices, vous allez voir parfois des valeurs positives, parfois des valeurs négatives, des réactions standards qu'on retrouve dans des tables. Donc les réactions pour la formation d'une mole de corps pur composé est soit endo ou exo, ça dépend de la substance. Bon, il existe aussi la chaleur de neutralisation. Chaleur de neutralisation. Et donc dans les réactions, on peut avoir différents types de réactions. Hein. Bon, on peut, le but c'est pas de faire toutes les réactions, mais on peut avoir des chaleurs de neutralisation. Bon, neutralisation, c'est acide. Vous aurez remarqué que c'est les réactions acide-base. Hein. Donc c'est la quantité de chaleur nécessaire mise en jeu, si vous voulez, au cours de la neutralisation d'un acide par une base. C'est une réaction un peu spéciale qui est réaction acide-base, neutralisation. Voilà. Alors, attention qu'il existe des acides forts et des acides faibles. Les acides forts, tout va se dissocier complètement. Hein. Voilà, tout va se dissocier complètement. Par contre, pour un acide faible, ben, on aura une dissociation partielle. Et ça, il faut tenir compte de ça pour le calcul des variations de chaleur. Voilà. Bon, une réaction complète n'aura pas la même variation de chaleur. Vous comprendrez que c'est une histoire de, voilà, de brise, de cassure, de rupture. Voilà. Si on a une dissociation complète, la réaction est complète, si vous voulez, on a un acide fort, ben, ça veut dire que tout va se casser. Et vous comprendrez que la variation, voilà, de comment on appelle ça, de chaleur ne sera pas la même que pour un acide faible où ce qui va se casser va se rompre. On n'en aura pas beaucoup qui vont se rompre. Moins, voilà. Et si on a un acide moyennement fort, mais il y en a plus qui vont se rompre. Donc la rupture des liaisons sera fonction, si vous voulez, si l'acide est fort, faible, voilà, ou moyennement faible, ou très faible, ou etc. etc. Voilà. Et c'est valable pour les acides et pour les bases. Hein. Parce que les bases ont aussi leur réaction, et donc ça dépendra, bien sûr, si on a à faire une base forte, une base faible. Une base très faible, une base voilà, qui va pas se dissocier, enfin qui va très peu se dissocier, d'une base qui va moyennement se dissocier, d'une base qui va se dissocier complètement. Vous voyez que, je veux dire, on a une large gamme de dissociation, et donc fatalement les enthalpies vont dépendre de cette gamme de dissociation. Donc tout est dans le jeu de la dissociation. Voilà. Pour les réactions, pour les chaleurs de neutralisation. Voilà. Bon, il existe aussi des chaleurs d'ionisation aussi. Voilà, les chaleurs d'ionisation. Voilà. Et on a bien sûr les chaleurs de... Bon, les chaleurs, c'est pas ça qui manque. Hein. Chaleur de neutralisation, chaleur d'ionisation, chaleur de... Voilà, de neutralisation, d'ionisation. Bon, maintenant, ça vient de réactions. Hein. C'est un petit peu typique bon, des réactions spécifiques. Ce sont des réactions spécifiques, neutralisation, qui va induire une ionisation. Hein, voilà. Ce sont des réactions spécifiques. Tout comme la combustion est une réaction spécifique, je vous l'ai dit tout à l'heure ici, simplement là, elle est toujours exothermique. C'est juste ça. C'est une réaction spécifique. Et la réaction standard est une réaction, si vous voulez, spécifique aussi de réaction. Hein. Quelque part, on calcule la chaleur de réaction, une fois qu'elle est connue, on le met dans des tables, ça devient, voilà, on l'interprète comme une chaleur de réaction, voilà, mais une réaction standard.
Voilà. Donc la réaction de formation, c'est une réaction spécifique. Voilà, elle est spécifique. Donc, si vous voulez, je peux faire ça. Je peux faire ça. Euh, bon, je vais regarder, exothermique, chaleur de dissolution. Ça, c'est une dissolution, je peux l'enlever. Ça, c'est une dissolution. Par contre, chaleur de combustion, chaleur de dissolution des liquides et des gaz, ça, c'est aussi une dissolution. Bon, ça, je vais le faire après. Par contre, je n'ai plus de place, le problème, il est là. Je vais remonter ceci. Chaleur de fusion, de vaporisation, endothermique. Sublimation, endothermique. Chaleur de solidification, de condensation. Voilà. Chaleur de dissolution des gaz, qui est exothermique. Chaleur de dissolution des liquides et des gaz. Voilà. Et là, c'est toutes les chaleurs un peu spécifiques. Hein. Ce sont toutes des réactions spécifiques. Voilà. Je mettrai ça comme ça. Chaleur de réaction, ok. Neutralisation, chaleur d'ionisation, etc. etc. Bon, on comprend que, vous avez compris que ceci, ce sont la chaleur de réaction, on est d'accord, c'est la chaleur de réaction totale, hein, mais en fait, bon, tout ceci ne sont des cas de figure de réaction. Hein. Une fois qu'on a calculé la chaleur de réaction standard, ben, ça devient une chaleur de réaction. Mais pour un composé, on va dire ça comme ça. Alors que les chaleurs de réaction, généralement, il y a plusieurs composés dedans. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la chaleur de réaction standard, CSTP pour la formation d'une mole de corps pur composé, c'est une réaction spéciale. Où on a des corps purs simples dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, on a un seul corps pur composé. Donc, c'est une réaction spéciale. Voilà, c'est une réaction spéciale. Donc, c'est bien une chaleur de réaction spéciale, ce qu'on appelle une chaleur de formation, mais qui va devenir fort important pour les calculs de chaleur de réaction. Parce que dans une chaleur de réaction, on aura plusieurs chaleurs de formation. On va combiner les chaleurs de formation pour calculer la chaleur de réaction. Donc, c'est pour ça que je mets tout en haut la chaleur de réaction. Voilà. Alors, la chaleur de combustion, elle, c'est une chaleur spécifique de réaction, mais pour une réaction de combustion. Et là, on sait bien qu'elle est toujours exothermique. Par contre, les neutralisations, c'est encore une fois une réaction spécifique. Une réaction acide-base. Voilà. Donc, va intervenir des ionisations, des possibles ionisations. Et donc, fatalement, on aura des chaleurs d'ionisation. Donc, vous voyez que les chaleurs, c'est parce que ça qui manque. Dès le moment où on aura des réactions, mais il y aura différents types de réactions. Voilà. Donc, ça, c'est un schéma en gros. Bon, on a quand même quelques chaleurs en neutralisation. La chaleur de dissolution des gaz et la chaleur de dissolution des liquides et des gaz. Voilà, alors... voilà, donc en fait, on a la chaleur de neutralisation, chaleur de dissolution, chaleur de réaction. Il y en a, parmi elles, on a la chaleur de formation qui a une chaleur spécifique, une chaleur de réaction. On a la chaleur de formation, voilà, réaction standard CSTP pour la formation d'une mole de corps pur composé. Voilà, c'est les chaleurs de réaction, voilà. Et avec ça, on peut calculer pas mal de choses. On peut calculer pas mal de choses. Et c'est ce que je ferai dans les vidéos qui vont suivre. Et j'expliciterai tous ces genres de... Voilà, bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont été vus. Hein. Bon, dans les chaleurs de combustion, j'en ai vu quand même quelques-unes. Chaleur de réaction standard, j'en ai vu quand même pas mal. Chaleur de réaction, j'en ai vu quand même pas mal aussi. Voilà, chaleur de neutralisation, j'ai pas encore fait. Ça, je le ferai. Chaleur de dissolution, je vais le faire pour les liquides et les... Chaleur de dissolution des liquides et des gaz, je vais le faire. Ça, je n'ai pas encore fait, je le ferai. Bon, ça, je n'ai pas encore fait, je vais le faire aussi. Et ça, je n'ai pas encore fait, je le ferai. Je montrerai tout ça dans des vidéos. Alors maintenant, à titre d'exercice, si je devais poser un petit exercice, ben, est-ce que la vapeur d'une mole d'éthanol, vaporisation d'une mole d'éthanol, est-ce qu'elle est endo ou exothermique?
Eh bien, avant d'entamer quoi que ce soit comme calcul, eh bien, on sait bien que c'est une vaporisation. Donc, la vaporisation, c'est endothermique. La vaporisation est là. Donc, vaporisation d'une mole d'éthanol est endothermique, ce qui veut dire que vous allez trouver une valeur positive. Vous allez trouver une valeur positive de delta H. Delta H sera positif. Alors maintenant, si je vous dis dissolution dans l'eau d'une mole de KNO, KNO3, nitrate de potassium, nitrate de potassium, et là, je ne peux pas vous le dire parce qu'il faut étudier la solution. Et je le ferai. Alors si je vous dis, parce que la dissolution, c'est un KNO3, voilà, il est solide. KNO3, il est solide. Bon, donc on ne sait pas le dire ici. Dissolution des liquides et des solides, on ne sait pas dire. Il faut faire le calcul. Je ferai les calculs. Alors maintenant, si je vous parle de dissolution dans l'eau d'une mole de NaOH, voilà. Encore une fois, NaOH solide, on ne sait pas vous dire. On ne sait pas le dire. Parce que c'est une dissolution, voilà, oui, ici je me suis trompé ici. C'est pas dissolution des liquides et des gaz, c'est dissolution des solides et des liquides. Vous aurez compris que c'est ça. Solide et liquide. Oui, ici c'est dissolution des solides et des liquides. Oui, j'ai fait une gaffe. Parce que les gaz, ils sont exothermiques. Chaleur de dissolution des... Ça, vous aurez compris ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué liquide et des solides. Voilà. Alors maintenant, si je vous parle du KNO3, ben, c'est solide. Solide, bon, dissolution solide, on ne sait pas dire si c'est endo ou exo, il faut calculer. Si maintenant je vous parle de dissolution d'une mole de NaOH, ben, solide, c'est solide, on dissout, on ne sait pas si on est endo ou exo, il faut calculer. Alors si je vous dis maintenant une combustion d'une mole de carbone pur, là c'est exo, d'office, donc delta H négatif. Si je vous dis combustion d'une mole de propane, ben cela c'est exo, c'est négatif. Alors, combustion d'une mole de glucose, C6H12O6, c'est aussi delta H négatif. Donc, vous voyez que il y a des choses qui seront claires et nettes. Par contre, d'autres, il faudra les calculer. Alors, les calculs, qu'est-ce qui sera clair et net? Je vais les entourer. Qu'est-ce qui sera clair et net? Tout ceci sera clair et net. Parce que ce sera, on sait bien qu'on est endo ou exo. Alors ce qui sera clair et net aussi, c'est la combustion. La combustion, c'est clair et net. Par contre, tout ce qui est autre, ben, là, ça dépend des tables. Il faut aller voir dans les tables. C'est les tables qui vous diront, par exemple, pour les chaleurs de formation d'une mole, d'un composé, si le composé, va, par formation de corps pur, simple, va vous donner, je veux dire, soit une réaction endo ou exo. Ça, ce sont les tables. Pour les chaleurs de formation. Et si je n'ai pas marqué, c'est chaleur de formation. Quand je dis réaction standard CSTP, c'est la chaleur de formation. Hein. Là, c'est chaleur de formation. Voilà. Et ceci, la chaleur de formation, c'est ça. La chaleur de formation, c'est ça. Voilà, et là, on ne sait pas si c'est endo ou exo, hein, on ne sait pas dire. Hein. Chaleur de formation, on ne sait pas. Voilà. Tout comme chaleur de dissolution, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas dire. Donc la chaleur de réaction, on ne sait pas dire. Parce que c'est endo ou exo.
Là, ça nécessite le calcul, bien sûr. Vous devez calculer. Hein. Ben, tout comme les autres, il faut calculer aussi, mais ça, vous saurez que le résultat sera positif ou négatif. Donc, il y a des résultats, vous saurez, qui seront positifs ou négatifs. Il y a des résultats, bien que vous saurez qui sera positif ou négatif, mais il faudra quand même calculer la valeur absolue. Hein. C'est parce que vous savez qu'il est endo ou exothermique, vous connaissez que la variation de chaleur est positive ou négative, qu'il ne faut pas calculer, il faudra calculer la valeur absolue, bien sûr. Par contre, donc ça veut dire que le signe est déterminé pour les réactions endo, le signe est déterminé pour les réactions exo, le signe est déterminé. Par contre, pour les réactions endo ou exo, il faut calculer donc la valeur absolue, mais en même temps, il faut déterminer le signe. Donc, à certains moments, il faudra calculer la valeur absolue sans le signe, parce que le signe est déterminé directement. Vous avez quelque chose au départ qui est déterminé. Voilà. Donc, vous n'avez qu'une chose à calculer, c'est la valeur absolue. Mais il y a d'autres moments, il faut calculer aussi bien la valeur absolue de la chaleur, mais en même temps son signe, pour savoir si on est endo ou si le processus qui est la réaction ou la dissolution, si c'est endo, un processus ou un phénomène exothermique ou endothermique. Et là, il faudra, je viens de dire bien sûr, voir au cas par cas. C'est au cas par cas. Il faut faire l'étude. Il faut faire l'étude. C'est au cas par cas. C'est pour ça que bon, il faut étudier, je veux dire, certaines réactions, enfin certaines dissolutions, on dissout, et puis après, bon, à ce moment-là, vous en êtes sûr certain que bon, si c'est endo ou exo, mais pas avant. Maintenant, une fois que vous le savez, vous marquez dans une table, hein, vous marquez que le processus de cette chaleur de dissolution pour ce type de molécule est endo. Et là, bon, il faut marquer dans une table, et là, vous le saurez. Vous le saurez. Alors, je vais vite aller sur Internet, parce que j'ai vu un petit site là, bon, que je viens de... Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il vous parle? Il vous parle de... Je le reverrai, hein, ça c'est... Bon, la variation d'enthalpie d'une réaction. Ici, il parle de dissolution d'un composé ionique. Bon, ici, il vous dit que ça passe par 3 étapes, et ça, vous le savez, il n'y a pas besoin qu'il vous le dise. La première, dans laquelle les ions sont arrachés au solide, cristal, par les molécules du solvant. Ce processus est endothermique. Vous voyez que là, on a un processus endothermique dans une première phase. Hein. La seconde phase, dans une deuxième étape, les molécules de solvant doivent s'écarter pour laisser la place aux ions du cristal. Là, on a un deuxième processus endothermique, donc rupture des liaisons d'hydrogène. Et la troisième, au cours de laquelle les ions arrachés sont solvatés, hydratés. Ils s'entourent alors d'une couronne de molécules d'eau orientée. Ce processus est exo. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas dire si c'est endo ou exo, quelle est la prépondérance de ces processus endo par rapport à l'exo. Et si le processus exo, la troisième étape, est beaucoup plus importante que les deux autres, fatalement on aura une dissolution exothermique. Sinon, si les deux autres sont plus prépondérantes que la troisième étape, on a un processus endothermique. Voilà. Mais ça, je le verrai dans un calcul de dissolution. Voilà. Je vous remercie beaucoup.